Avant de plonger dans cette histoire fascinante, permettez-moi de vous inviter à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite un agréable visionnage. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous transporter dans le temps, vers une cité qui a défié toute logique pendant plus de 1000 ans. Imaginez une ville plus grande que Rome à son apogée, mais située au cœur du Mexique ancien. Une métropole où 200 000 âmes vivaient, priaient et mouraient sous l'ombre de pyramides si massives qu'elles rivalisaient avec celles d'Égypte. Pourtant, cette ville n'avait pas de nom, ou plutôt, son véritable nom s'est perdu dans les brumes du temps. Les Aztèques, arrivés 700 ans après son abandon, l'ont baptisé Teotihuacan, ce qui signifie l'endroit où les hommes deviennent des dieux. Mais qui étaient ces hommes ? Qui a construit ces monuments colossaux ? Et pourquoi, au sommet de sa gloire, cette civilisation a-t-elle simplement disparu, laissant derrière elle des pyramides silencieuses et des questions sans réponse ? Comment une civilisation capable de déplacer 3 millions de tonnes de pierre a-t-elle pu s'effacer si complètement de l'histoire ? Pourquoi les conquistadors espagnols, si méticuleux dans leurs chroniques, n'ont-ils presque rien écrit sur ces structures qui dépassaient tout ce qu'ils avaient vu en Europe ? Et surtout, que nous disent dans ces pyramides sur nous-mêmes, sur notre propre fragilité face au temps ? Le plateau central du Mexique, 2000 ans avant notre ère. Là où s'élèvera plus tard Teotihuacan, il n'y a que des marécages, des lacs peu profonds et des volcans endormis. Les premiers habitants de cette région vivent dans de petits villages dispersés, cultivant le maïs, les haricots et les courges selon des techniques transmises depuis des générations. Ils vénèrent les forces de la nature, le jaguar, le serpent à plumes, l'aigle. Leurs maisons sont faites de roseaux et de boue séchée. Leurs outils de pierre volcanique noire, l'obsidienne, qui deviendra plus tard la richesse de Teotihuacan. Dans ce monde, chaque communauté vit selon ses propres rythmes, ses propres dieux. Les villages de la vallée de Mexico commercent entre eux, échangeant des poteries contre des plumes d'oiseaux tropicaux, de l'obsidienne contre du jade venu du sud. Il n'y a pas encore de grandes villes, pas de pouvoir centralisé. Les sociétés Olmèques, plus au sud, ont déjà sculpté leur tête colossale et inventé le calendrier mésoaméricain. Mais leur influence n'a pas encore transformé le plateau central en ce qu'il deviendra. Les archéologues ont longtemps cru que Teotihuacan était une ville maya, tant ces pyramides ressemblaient à celles du Yucatan. Mais les Mayas vivaient à 1000 km au sud-est, dans les jungles humides du Guatemala et du Honduras. Teotihuacan était différente, unique, née d'une convergence de peuples et d'idées que nous commençons seulement à comprendre. Les hommes et les femmes qui l'ont construite parlaient probablement une langue de la famille Nahua, ancêtre lointain du Nahual des Aztèques, mais même cela reste incertain. Vers l'an 100 avant notre ère, quelque chose d'extraordinaire se produit dans la vallée de Teotihuacan. Les villages dispersés commencent à se regrouper, attirés par une force que nous ne comprenons pas entièrement. Était-ce la religion, le commerce, la peur d'ennemis communs ? Les données archéologiques suggèrent une combinaison de tous ces facteurs, mais aussi quelque chose de plus profond, une vision partagée d'un ordre cosmique qui devait être reproduit sur Terre. L'éruption du volcan Zitl, vers 50 avant Jésus-Christ, a chassé des milliers de réfugiés vers le nord. Ces populations déplacées ont apporté avec elles leurs connaissances, leurs traditions, leurs dieux. Dans la vallée de Teotihuacan, elles ont trouvé de l'eau en abondance, des terres fertiles et surtout des gisements d'obsidienne d'une qualité exceptionnelle. Cette pierre volcanique vitreuse, tranchante comme un rasoir, était l'acier de la Mésoamérique ancienne. Qui contrôlait l'obsidienne, contrôlait les outils, les armes, le pouvoir. Mais Teotihuacan n'est pas né de la conquête ou de la violence. Les fouilles archéologiques révèlent peu de traces de guerre dans les premières phases de la ville. Au contraire, tout indique une planification minutieuse, une organisation collective d'une ampleur jamais vue dans les Amériques.
Les premiers habitants ont commencé par tracer une avenue monumentale, orientée précisément à 15 degrés et 25 minutes à l'est du nord magnétique. Cette orientation n'était pas accidentelle. Elle correspondait au point où les Pléiades se couchaient à l'horizon, un événement astronomique crucial pour le calendrier agricole. L'avenue des Morts, comme l'appelleront plus tard les Aztèques, s'étendait sur plus de 5 km. Large de 40 mètres, elle était pavée de stucs polis qui brillaient sous le soleil mexicain comme une rivière de lumière. De chaque côté, des plateformes cérémonielles s'élevaient en terrasses successives, créant une perspective monumentale qui guidait le regard vers les pyramides principales. Cette avenue n'était pas seulement une rue, c'était un axe cosmique reliant le monde souterrain des morts au ciel des dieux. La construction de la pyramide du Soleil a commencé vers l'an de notre ère. Les bâtisseurs ont d'abord découvert une grotte naturelle sous le site, une caverne à 4 chambres qui formait une croix parfaite. Pour les peuples méso-américains, les grottes étaient des portails vers l'inframonde, des ventres de la terre d'où émergeait toute vie. Cette découverte a transformé le site en lieu sacré. Autour de cette grotte, pierre par pierre, niveau par niveau, la pyramide a pris forme. Imaginez le chantier. Des milliers d'ouvriers transportant des blocs de pierre volcanique sur des rampes de terre. Le son des marteaux de pierre frappant la roche. Le chant rythmé des porteurs. La poussière rouge qui s'élève dans l'air sec. Les archéologues estiment qu'il a fallu 3 millions de tonnes de matériaux pour construire la pyramide du Soleil. Chaque pierre était taillée à la main, transportée sans roue ni bête de somme, placée avec une précision qui défie notre compréhension moderne. La pyramide s'élevait en 5 niveaux, atteignant 65 mètres de hauteur. Sa base, de 225 mètres de côté, était presque aussi grande que celle de la grande pyramide de Khéops en Égypte. Mais contrairement aux pyramides égyptiennes, conçues comme des tombeaux, la pyramide du Soleil était un temple vivant, un lieu de cérémonie où les prêtres montaient les 248 marches pour communier avec les dieux. Au sommet, un temple aujourd'hui disparu abritait probablement une statue du dieu principal de Teotihuacan. Nous ne savons pas son nom, mais les fresques le montrent comme une divinité de la pluie et de la guerre, portant un masque de jaguar et des plumes de quetzal. Les prêtres, vêtus de peau de jaguar et de capes de plumes, accomplissaient des rituels complexes impliquant le feu, l'eau, le sang et l'encens de copal. La fumée de leurs offrandes s'élevait vers le ciel, portant les prières de 200 000 habitants. 100 ans plus tard, vers l'an 200, les habitants de Teotihuacan ont entrepris un projet encore plus ambitieux, la pyramide de la Lune. Plus petite que sa sœur solaire, elle n'en était pas moins impressionnante. Construite en 7 phases successives sur 3 siècles, elle représentait l'évolution même de la ville. Chaque génération ajoutait sa couche, enfermant les structures précédentes comme des poupées russes de pierre. Les fouilles récentes de la pyramide de la Lune ont révélé des découvertes troublantes. Dans les fondations, les archéologues ont trouvé des tombes sacrificielles contenant des guerriers décapités, des animaux exotiques, pumas, loups, aigles, serpents et des objets en jade et en obsidienne d'une valeur inestimable. Ces sacrifices n'étaient pas des actes de barbarie gratuites, mais des offrandes cosmiques destinées à nourrir les fondations de la pyramide avec l'énergie vitale des victimes. Un guerrier, enterré vivant les mains liées dans le dos, portait un collier de mâchoires humaines. À ses côtés, un puma et un loup, symbole du pouvoir terrestre et céleste. Au-dessus d'eux, 12 aigles aux ailes déployées, représentant les guerriers morts au combat. Cette tombe n'était pas unique. 7 niveaux de construction, 7 séries de sacrifices, chacun plus élaboré que le précédent. La pyramide de la Lune était littéralement construite sur les os des sacrifiés. Mais qui ordonnait ces sacrifices? Qui dirigeait Teotihuacan? C'est l'un des plus grands mystères de la ville. Contrairement aux Mayas, avec leurs stèles couvertes d'inscriptions,
ou aux Aztèques avec leurs codex détaillés, Teotihuacan n'a laissé presque aucun texte écrit. Les quelques glyphes découverts restent largement indéchiffrables. Nous ne connaissons le nom d'aucun roi, d'aucun prêtre, d'aucun architecte. La ville semble avoir été gouvernée par une oligarchie de prêtres guerriers, mais même cela reste une hypothèse. Au IIIe siècle de notre ère, Teotihuacan atteignait son apogée. La ville s'étendait sur 20 km², divisée en quartiers distincts selon l'origine ethnique et la profession des habitants. Le quartier des Oaxacan abritait des immigrants zapotèques venus du sud, maintenant leur propre tradition tout en s'intégrant à la vie de la métropole. Le quartier des marchands, près du grand marché, bourdonnait d'activités du lever au coucher du soleil. Les ateliers d'obsidienne de Teotihuacan étaient les plus sophistiqués de toute la Mésoamérique. Les artisans produisaient des lames si fines qu'elles étaient translucides, des miroirs polis qui reflétaient l'âme, des masques funéraires d'une beauté saisissante. Un atelier pouvait produire des milliers de lames par jour, exportées jusqu'au Guatemala et au-delà. L'obsidienne verte, particulièrement prisée, venait de Pachuca, à 50 km au nord-est. Les caravanes de porteurs humains, il n'y avait pas d'animaux de trait en Mésoamérique, parcouraient des centaines de kilomètres, transportant l'obsidienne contre du jade, des plumes de quetzal, du cacao, des coquillages marins. Les appartements résidentiels de Teotihuacan étaient uniques dans le monde ancien. Au lieu de maisons individuelles, la population vivait dans des complexes d'appartements multifamiliaux, certains abritant jusqu'à 100 personnes. Ces complexes, construits en pierre volcanique et en adobe, étaient organisés autour de cours centrales où la lumière et l'air circulaient librement. Les murs étaient recouverts de fresques vibrantes représentant des dieux, des animaux mythiques, des scènes de la vie quotidienne. Dans le complexe de Tepantitla, une fresque extraordinaire montre ce que les archéologues appellent le paradis de Tlaloc. Des figures humaines nagent, chantent et jouent dans un jardin aquatique luxuriant. Des papillons géants voltigent entre des arbres chargés de fruits. Une montagne sacrée déverse des torrents d'eau qui irriguent les champs. Cette vision du paradis n'était pas réservée à l'élite. Même les quartiers modestes avaient leurs fresques, leurs hôtels domestiques, leur connexion au divin. Le système hydraulique de Teotihuacan était une merveille d'ingénierie. La rivière San Juan, qui traversait la ville, avait été canalisée et détournée pour suivre le plan orthogonal des rues. Des réservoirs souterrains collectaient l'eau de pluie pendant la saison des moussons. Un réseau complexe de canaux et d'aqueducs distribuait l'eau à travers la ville. Les archéologues ont découvert des toilettes avec évacuation, des bains rituels, même des systèmes de drainage pour éviter les inondations pendant les orages violents de l'été. La religion imprégnait chaque aspect de la vie à Teotihuacan. Le serpent à plumes, que les Aztèques appelleront plus tard Quetzalcoatl, était l'une des divinités principales. Sa pyramide, incorrectement nommée citadelle par les Espagnols, était en réalité un vaste complexe cérémoniel pouvant accueillir 100 000 personnes. La façade de la pyramide était ornée de 366 têtes de serpents à plumes, alternant avec des masques du dieu de la pluie. Chaque tête pesait 4 tonnes et était sculptée dans un seul bloc de pierre. Sous la pyramide du serpent à plumes, les archéologues ont fait une découverte macabre en 1983. Plus de 200 squelettes, hommes et femmes, guerriers et prêtres, tous sacrifiés lors de la construction de la pyramide vers l'an 200. Les victimes portaient des colliers de dents humaines, réels et sculptés, formant des motifs qui pourraient être une forme d'écriture encore non déchiffrée. Certains avaient les mains liées dans le dos avec de la corde d'agave. D'autres étaient assis en position de lotus, comme s'ils méditaient au moment de leur mort. Un tunnel découvert en 2003 sous la pyramide a révélé encore plus de mystères. Long de 103 mètres et scellé depuis 1800 ans, ce tunnel menait à 3 chambres remplies de 50 000 objets rituels. Des sphères d'argile couvertes de pyrites dorées,
qui brillaient comme des étoiles dans l'obscurité. Des sculptures de jade représentant des crocodiles et des jaguars. Des coquillages venus de mers distantes de 1000 kilomètres. Et surtout, des quantités massives de mercure liquide, formant des lacs miniatures qui représentèrent peut-être l'inframonde aquatique de la mythologie mésoaméricaine. Les marchands de Teotihuacan voyageaient jusqu'aux confins du monde connu. Des tessons de poterie de Teotihuacan ont été trouvés à Tikal, au cœur du territoire maya, à 1000 km de distance. Des fresques mayas montrent des émissaires de Teotihuacan, reconnaissables à leur coiffure distinctive et leur miroir d'obsidienne. En 378, un seigneur de guerre de Teotihuacan nommé Siaxcac a conquis plusieurs cités mayas, installant une dynastie qui régnera pendant des générations. Mais l'influence de Teotihuacan ne reposait pas seulement sur la force militaire. La ville était un centre d'innovation technologique et artistique. Les artisans de Teotihuacan ont perfectionné la technique de la fresque al fresco, appliquant les pigments sur du plâtre humide pour créer des couleurs qui restent vibrantes après 2000 ans. Ils ont développé un style architectural unique, le talud tablero, alternant des panneaux verticaux et des talus inclinés qui donnaient au bâtiment une apparence à la fois massive et élégante. Les astronomes de Teotihuacan étaient parmi les plus accomplis de leur époque. La pyramide du Soleil était alignée pour marquer le passage du Soleil au zénith les 19 mai et 24 juillet, divisant l'année en périodes favorables et défavorables pour l'agriculture. Le complexe de la citadelle contenait 2 ensembles de 13 plateformes, représentant les 2 calendriers mésoaméricains. Le calendrier solaire de 365 jours et le calendrier rituel de 260 jours. Leur intersection tous les 52 ans marquait la fin d'un cycle cosmique, célébré par la cérémonie du feu nouveau. Les prêtres astronomes observaient le ciel depuis des observatoires construits sur les pyramides. Ils suivaient les mouvements de Vénus, l'étoile de guerre, dont le cycle de 584 jours déterminait les moments propices pour les batailles et les sacrifices. Ils connaissaient les éclipses, les comètes, les conjonctions planétaires. Leur savoir astronomique était encodé dans l'architecture même de la ville, chaque bâtiment étant un instrument de mesure cosmique. Vers l'an 500, Teotihuacan comptait entre 150 000 et 200 000 habitants, faisant d'elle l'une des plus grandes villes du monde. Seuls Constantinople et Ctésiphon en Perse la surpassaient en taille. Rome, ravagée par les invasions barbares, avait perdu les 3/4 de sa population. Londres n'était qu'un petit port sur la Tamise. Paris, une bourgade fortifiée sur une île de la Seine. Pendant ce temps, Teotihuacan brillait comme un phare de civilisation dans les Amériques. La vie quotidienne à Teotihuacan suivait des rythmes établis depuis des siècles. Les habitants se levaient avant l'aube, allumant des feux de bois dans leur foyer en argile. Le petit déjeuner consistait en tortillas de maïs, haricots noirs et atol, une bouillie de maïs sucré avec du miel d'agave. Les hommes partaient travailler dans les ateliers, les champs ou les chantiers de construction. Les femmes s'occupaient des enfants, tissaient des vêtements en fibres d'agave, préparaient les repas complexes qui nécessitaient des heures de préparation. Les enfants de l'élite fréquentaient des écoles où ils apprenaient l'astronomie, les mathématiques, la religion et peut-être l'écriture. Bien que nous ne sachions pas exactement comment fonctionnait le système d'écriture de Teotihuacan, les enfants du peuple apprenaient les métiers de leurs parents. Poterie, tissage, taille de l'obsidienne, agriculture. L'éducation était pratique, transmise de génération en génération par l'exemple et la répétition. Le marché de Teotihuacan était le cœur économique de la ville. Chaque jour, des milliers de personnes s'y rassemblaient pour acheter et vendre. Les étals débordaient de produits venus de tout le Mexique. Jade du Guatemala, cacao du Chiapas, turquoise du Nord, coquillages du Pacifique et du Golfe du Mexique. Le troc était la forme principale d'échange.
bien que les fèves de cacao et les lames d'obsidienne standardisées servaient de monnaie pour les petites transactions. Les vendeurs criaient leurs marchandises dans une cacophonie de langues, nahuatl, zapotèque, maya, totonac. L'odeur du maïs grillé se mêlait à celle de l'encens de copal et des fleurs tropicales. Des jongleurs et des musiciens divertissaient la foule. Des devins lisaient l'avenir dans les grains de maïs jetés sur des tissus brodés. Des guérisseurs vendaient des herbes médicinales et des amulettes protectrices. Le marché n'était pas seulement un lieu de commerce, mais un centre social où les nouvelles circulaient, les alliances se nouaient, les mariages s'arrangeaient. Les fêtes religieuses ponctuaient l'année, chacune dédiée à une divinité différente. La fête du Feu Nouveau, tous les 52 ans, était la plus importante. Pendant 5 jours, tous les feux de la ville étaient éteints. Les habitants détruisaient leurs poteries, renouvelaient leurs maisons, jeûnaient et priaient. La nuit du 5e jour, les prêtres allumaient un feu nouveau sur la poitrine d'une victime sacrificielle. Ce feu était ensuite distribué à travers la ville, symbolisant le renouveau cosmique et le début d'un nouveau cycle. Les sacrifices humains, troublants pour notre sensibilité moderne, étaient considérés comme essentiels au maintien de l'ordre cosmique. Les victimes, souvent des guerriers capturés, étaient honorées avant leur mort. On leur donnait du pulque, une boisson alcoolisée à base d'agave, et des hallucinogènes pour atténuer la douleur. Leur sang nourrissait les dieux, assurant la continuation du soleil, de la pluie, de la fertilité. Sans ces sacrifices, croyaient les habitants de Teotihuacan, le monde s'arrêterait de tourner. Mais vers l'an 550, des signes de troubles apparaissent dans les archives archéologiques. Les nouvelles constructions se font rares. Les importations de luxe diminuent. Les fresques, autrefois vibrantes et optimistes, deviennent sombres, montrant des scènes de guerre et de destruction. Quelque chose était en train de se briser dans l'ordre parfait de Teotihuacan. Les théories sur le déclin de Teotihuacan sont nombreuses et contradictoires. Certains archéologues pointent vers des preuves de sécheresse prolongée. Les analyses des sédiments du lac de Texcoco montrent une diminution des précipitations à partir de l'an 500. Pour une ville de 200 000 habitants dépendant de l'agriculture pluviale, une sécheresse prolongée aurait été catastrophique. Les récoltes auraient échoué, la famine se serait installée, les tensions sociales auraient explosé. D'autres chercheurs voient des signes de conflits internes. Les squelettes de cette période montrent plus de traumatismes violents. Certains complexes d'appartements semblent avoir été fortifiés, avec des murs plus hauts et des entrées bloquées. Peut-être que les différents groupes ethniques de la ville, unis pendant des siècles par la prospérité et la religion partagée, ont commencé à se retourner les uns contre les autres quand les ressources se sont raréfiées. Une théorie fascinante suggère une révolte contre l'élite dirigeante. Vers l'an 600, de nombreux bâtiments gouvernementaux et religieux ont été systématiquement incendiés. Mais ce n'était pas une destruction aveugle. Les quartiers résidentiels ont été épargnés. Les ateliers ont continué à fonctionner. C'était une destruction ciblée, suggérant une révolution interne plutôt qu'une invasion étrangère. Les habitants auraient-ils renversé leurs dirigeants, rejetant des siècles de théocratie oppressive? L'analyse des isotopes dans les os humains révèle une autre dimension de la crise. La proportion d'immigrants dans la population a dramatiquement chuté après l'an 500. Teotihuacan, autrefois un aimant pour les peuples de toute la Mésoamérique, n'attirait plus de nouveaux habitants. Les routes commerciales se sont déplacées. Les cités mayas, autrefois dominées par Teotihuacan, ont affirmé leur indépendance. L'empire commercial s'effondrait. Les derniers habitants de Teotihuacan ont lutté pour maintenir leur mode de vie. Les archéologues ont trouvé des preuves de recyclage intensif. Des pierres de bâtiments anciens réutilisées, des tessons de poterie brisés incorporés dans de nouveaux objets. Les fresques de cette période montrent une nostalgie pour le passé glorieux, avec des représentations idéalisées de l'âge d'or de la ville. Mais c'était une bataille perdue.
Vers l'an 750, Teotihuacan était largement abandonné. L'abandon n'a pas été soudain. Les gens sont partis par vagues, emportant ce qu'ils pouvaient, laissant derrière eux les structures trop grandes pour être déplacées. Certains se sont installés dans des villages voisins, maintenant des versions diminuées des traditions de Teotihuacan. D'autres ont migré vers des terres lointaines, portant avec eux les connaissances et les croyances de la grande cité. Les influences de Teotihuacan peuvent être tracées à travers toute la Mésoamérique dans les siècles qui ont suivi son effondrement. Les pyramides, trop massives pour être détruites, sont restées debout, lentement recouvertes par la végétation. Les pluies ont lavé le stuc brillant de l'avenue des Morts. Les toits des temples se sont effondrés. Les fresques se sont écaillées et sont tombées. La nature a repris ses droits, transformant la métropole en ruine romantique que les Aztèques découvriraient des siècles plus tard. Quand les Aztèques sont arrivés dans la vallée de Mexico au XIIIe siècle, Teotihuacan était déjà un mystère. Ils ne pouvaient pas croire que des humains ordinaires avaient construit ces monuments colossaux. Dans leur mythologie, Teotihuacan était devenu le lieu où les dieux s'étaient sacrifiés pour créer le 5e soleil, l'ère actuelle du monde. Ils ont incorporé les ruines dans leurs propres récits religieux, faisant des pèlerinages aux pyramides, accomplissant des rituels parmi les pierres silencieuses. Les empereurs aztèques ont ordonné des fouilles à Teotihuacan, cherchant des trésors et des connaissances perdues. Ils ont trouvé des masques de jade, des couteaux d'obsidienne, des miroirs de pyrite. Ces objets sont devenus des reliques sacrées, preuve tangible du pouvoir des anciens. Moctezuma Xocoyotzin, le dernier empereur aztèque, possédait plusieurs artefacts de Teotihuacan dans son trésor personnel, croyant qu'il lui conférait une légitimité divine. Quand Hernán Cortés et ses conquistadors sont arrivés en 1519, ils ont été émerveillés par Tenochtitlan, la capitale aztèque. Mais quand les guides indigènes leur ont montré les ruines de Teotihuacan, même les Espagnols endurcis ont été impressionnés. Bernal Díaz del Castillo, chroniqueur de la conquête, a écrit que les pyramides étaient si grandes qu'elles semblaient toucher le ciel. Pourtant, obsédés par l'or et la conquête, les Espagnols ont accordé peu d'attention aux ruines, les considérant comme des vestiges païens sans valeur. Pendant la période coloniale, Teotihuacan est tombé dans l'oubli. Les pierres des pyramides ont été pillées pour construire des églises et des haciendas. L'avenue des Morts est devenue un chemin pour les charrettes à bœuf. Les paysans cultivaient le maïs sur les anciennes terrasses cérémonielles. Les pyramides étaient appelées cerros, collines, par les locaux qui avaient oublié leur nature artificielle. 3 siècles de négligence ont presque effacé Teotihuacan de la mémoire collective. La redécouverte scientifique de Teotihuacan a commencé au XIXe siècle. Alexander von Humboldt, le grand explorateur allemand, a visité le site en 1803. Ses dessins et descriptions ont réveillé l'intérêt européen pour les antiquités mexicaines. Mais ce n'est qu'avec l'indépendance du Mexique, en 1821, que des efforts sérieux de préservation ont commencé. Le nouveau gouvernement mexicain, cherchant à construire une identité nationale distincte de l'Espagne, a embrassé le passé précolombien comme source de fierté nationale. Les premières fouilles systématiques ont commencé en 1864 sous la direction d'Antonio García Cubas. Il a dégagé une partie de l'avenue des Morts et a commencé à cartographier le site. Mais c'est Leopoldo Batres, au début du XXe siècle, qui a transformé Teotihuacan en attraction touristique. Pour le centenaire de l'indépendance mexicaine, en 1910, Batres a restauré, certains diraient mal restauré, la pyramide du Soleil, ajoutant un 5e niveau qui n'existait pas dans la structure originale. Les techniques archéologiques modernes ont révolutionné notre compréhension de Teotihuacan. La photographie aérienne dans les années 1960 a révélé l'étendue complète de la ville, montrant des milliers de structures encore enfouies. Le projet de cartographie de Teotihuacan, dirigé par René Milon de 1962 à 1970, a produit la première carte détaillée de la ville entière,
identifiant plus de 2000 complexes d'appartements et structures cérémonielles. Les fouilles du tunnel de Quetzalcoatl, commencées en 2003, ont utilisé des robots équipés de caméras et de scanners laser pour explorer des espaces trop dangereux pour les humains. Le robot Tlaloc 2, nommé d'après le dieu de la pluie, a découvert des chambres scellées depuis près de 2000 ans. Les images qu'il a renvoyées étaient stupéfiantes. Des murs couverts de minerais de magnétite qui scintillaient comme un ciel étoilé. Des sculptures parfaitement préservées, des offrandes intactes. L'analyse par spectrométrie de masse a révélé l'origine géographique des artefacts trouvés à Teotihuacan. L'obsidienne venait de sources spécifiques identifiables par leur signature chimique unique. Le cinabre, utilisé pour colorer les corps des sacrifiés en rouge sang, venait de mines situées à des centaines de kilomètres. Les coquillages provenaient des deux côtes, Pacifique et Atlantique. Cette analyse a permis de reconstruire les réseaux commerciaux complexes qui reliaient Teotihuacan au reste de la Mésoamérique. Les études isotopiques des dents et des os humains ont révélé les origines et les régimes alimentaires des habitants. Un tiers de la population était née ailleurs, confirmant le caractère cosmopolite de la ville. Les immigrants mangeaient différemment des natifs, maintenant leur tradition culinaire même après des générations. Les quartiers ethniques n'étaient pas des ghettos imposés, mais des communautés choisies où les gens préservaient leur identité tout en participant à la vie de la grande cité. La technologie LIDAR, utilisée pour la première fois à Teotihuacan en 2015, a révélé des structures invisibles à l'œil nu. Sous les champs cultivés, les scanners ont détecté des places, des canaux, des routes, tout un paysage urbain enfoui. La ville était encore plus grande qu'on ne le pensait, s'étendant sur plus de 25 km². Des banlieues entières restent non fouillées, attendant les archéologues du futur. Les analyses ADN des restes humains commencent à révéler les liens familiaux et les migrations de population. Les habitants de Teotihuacan n'étaient pas un peuple homogène, mais un mélange de groupes génétiques distincts qui se sont mélangés au fil des siècles. Cette diversité génétique contredit l'image d'une société rigidement stratifiée. Il y avait de la mobilité sociale, des mariages mixtes, une fluidité culturelle que nous commençons seulement à apprécier. Les fresques de Teotihuacan, analysées avec des techniques d'imagerie multispectrale, révèlent des détails invisibles à l'œil nu. Des couches de peinture cachées sous la surface montrent des révisions, des corrections, des changements de style au fil du temps. Les artistes signaient parfois leur travail avec des symboles subtils. Les pigments, analysés chimiquement, révèlent des recettes complexes transmises de maître à apprenti. Le bleu maya, ce pigment résistant qui survit depuis 2000 ans, était créé en chauffant de l'indigo avec de l'argile palygorskite à exactement 150 degrés Celsius. Les simulations informatiques ont permis de reconstruire l'acoustique des espaces cérémoniels. La Plaza de la Luna pouvait amplifier la voix d'un orateur pour qu'elle soit entendue par 10 000 personnes. Les pyramides créaient des échos spécifiques, transformant les battements de tambour en grondements surnaturels. L'architecture n'était pas seulement visuelle, mais sonore, créant des expériences sensorielles totales lors des cérémonies religieuses. Les études ethnographiques des communautés indigènes modernes offrent des indices sur la vie ancienne à Teotihuacan. Les Nahuas contemporains maintiennent des traditions qui pourraient remonter à la grande cité. Leurs rituels agricoles, leurs concepts cosmologiques, leurs techniques artisanales portent peut-être l'écho de Teotihuacan. Mais nous devons être prudents. 2000 ans de changements culturels ont transformé ces traditions. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une fenêtre directe sur le passé, mais un palimpseste complexe de couches historiques. La question de l'écriture à Teotihuacan reste l'une des plus frustrantes pour les chercheurs. Les Mayas avaient un système d'écriture complexe que nous avons largement déchiffré. Les Zapotèques, les Mixtèques, même les Olmèques avaient des formes d'écriture. Il semble impossible qu'une civilisation aussi sophistiquée que Teotihuacan n'ait pas eu de système d'écriture.
Pourtant, nous n'avons trouvé que des fragments énigmatiques. Les glyphes de Teotihuacan apparaissent sur des fresques, des poteries, des stèles. Ils semblent combiner des éléments pictographiques et peut-être phonétiques. Certains chercheurs croient avoir identifié des glyphes pour des noms de lieux, des titres, des dates, mais sans une pierre de rosette de Teotihuacan, un texte bilingue qui permettrait le déchiffrement, ces interprétations restent spéculatives. Les secrets de Teotihuacan pourraient être écrits sur les murs devant nous, attendant qu'un génie futur brise le code. L'influence de Teotihuacan sur les cultures ultérieures de la Mésoamérique a été profonde et durable. Les Toltecs, qui ont dominé le centre du Mexique du Xe au XIIe siècle, ont consciemment imité l'architecture et l'iconographie de Teotihuacan. Leur capitale, Tula, était une version réduite de la grande cité, avec ses propres pyramides et son avenue cérémonielle. Les Toltecs prétendaient être les héritiers directs de Teotihuacan, légitimant leur pouvoir par cette connexion mythique. Les Aztèques ont poussé cette vénération encore plus loin. Tenochtitlan, leur capitale, était planifiée selon des principes cosmologiques similaires à ceux de Teotihuacan. Le Templo Mayor, leur pyramide principale, était orienté pour s'aligner avec le lever du soleil le jour de l'équinoxe, tout comme la pyramide du soleil. Les prêtres aztèques étudiaient les ruines de Teotihuacan, cherchant des connaissances perdues sur les rituels et l'astronomie. Même les Espagnols, malgré leur zèle destructeur envers les cultures païennes, ont été influencés par Teotihuacan. La disposition en grille des villes coloniales mexicaines, avec leur place centrale et leurs rues orthogonales, fait écho au plan urbain de Teotihuacan. Les églises baroques mexicaines, avec leurs façades surchargées de sculptures, rappellent étrangement la pyramide du serpent à plumes. L'héritage de Teotihuacan s'est infiltré dans l'architecture coloniale, créant un syncrétisme unique au Mexique. Au XXe siècle, Teotihuacan est devenu un symbole du nationalisme mexicain. Les muralistes comme Diego Rivera ont incorporé des images de la cité dans leurs œuvres monumentales, célébrant le passé précolombien comme source d'identité nationale. Le gouvernement mexicain a investi massivement dans la restauration et la préservation du site. Aujourd'hui, 5 millions de touristes visitent Teotihuacan chaque année, faisant de lui l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. Mais Teotihuacan n'est pas seulement un site touristique ou un symbole national. C'est un laboratoire vivant où de nouvelles découvertes sont faites chaque année. En 2018, les archéologues ont découvert une offrande spectaculaire sous la Plaza de la Luna. Des restes de 14 humains, un loup, plusieurs aigles et jaguars, et des milliers d'objets en jade, obsidienne et coquillages. Cette découverte a relancé les débats sur la nature du pouvoir politique à Teotihuacan et le rôle des sacrifices dans le maintien de l'ordre social. Les défis de conservation à Teotihuacan sont énormes. L'expansion urbaine de Mexico menace les zones périphériques du site. La pollution atmosphérique ronge les pierres anciennes. Les millions de visiteurs qui gravissent les pyramides chaque année causent une érosion constante. Les vendeurs ambulants et les développements touristiques exercent une pression commerciale sur le site. Équilibrer l'accès public, la recherche scientifique et la préservation est un défi constant. Les communautés locales autour de Teotihuacan ont une relation complexe avec le site. Pour certains, c'est une source de fierté et de revenus touristiques. Pour d'autres, c'est une imposition gouvernementale qui limite leur utilisation des terres ancestrales. Les descendants des peuples indigènes revendiquent une connexion spirituelle avec le site, demandant le droit d'accomplir des cérémonies traditionnelles sur les pyramides. Ces tensions entre différentes visions de Teotihuacan, scientifiques, touristiques, spirituelles, économiques, reflètent les défis plus larges de la gestion du patrimoine culturel au XXIe siècle. Les théories New Age sur Teotihuacan ajoutent une autre couche de complexité. Certains croient que les pyramides sont des points d'énergie cosmique, des portails vers d'autres dimensions ou des créations d'anciens astronautes.
chaque équinoxe, des milliers de personnes vêtues de blanc gravissent la pyramide du soleil pour se recharger d'énergie. Les archéologues regardent ces pratiques avec un mélange d'amusement et de frustration, voyant leur science rigoureuse transformée en mysticisme populaire. Pourtant, il y a quelque chose d'indéniablement mystique à Teotihuacan. Se tenir au sommet de la pyramide du soleil au lever du jour, voir la vallée s'étendre à perte de vue, sentir le vent qui a soufflé sur ces pierres pendant 2000 ans, c'est toucher quelque chose de profond dans l'expérience humaine. Les bâtisseurs de Teotihuacan ont créé plus qu'une ville. Ils ont créé une vision du cosmos en pierre, une tentative de rendre permanent l'éphémère, de capturer l'éternité dans l'architecture. Les leçons de Teotihuacan résonnent étrangement avec notre époque moderne. Une métropole multiculturelle qui a prospéré pendant 6 siècles avant de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Une société qui a épuisé ses ressources naturelles peut être victime de son propre succès. Une civilisation dont les réalisations technologiques et artistiques n'ont pas pu la sauver de force, climatique, sociale, politique, qu'elle ne pouvait pas contrôler. L'histoire de Teotihuacan est un miroir dans lequel nous pouvons voir notre propre fragilité. Les recherches futures promettent de révéler encore plus de secrets. Les technologies émergentes, intelligence artificielle pour le déchiffrement des glyphes, analyse génétique avancée, modélisation climatique haute résolution, ouvrent de nouvelles fenêtres sur le passé. Peut-être qu'un jour, nous lirons les textes de Teotihuacan, entendrons les noms de ses dirigeants, comprendrons ses lois et ses poèmes. Ou peut-être que certains mystères sont destinés à rester non résolus, nous rappelant les limites de notre connaissance. Ce qui est certain, c'est que Teotihuacan continuera à fasciner et à inspirer. Chaque génération projette ses propres préoccupations sur ces ruines silencieuses. Pour les romantiques du XIXe siècle, c'était une civilisation perdue, noble et tragique. Pour les nationalistes du XXe siècle, une source de fierté culturelle. Pour nous, au XXIe siècle, c'est peut-être un avertissement sur la durabilité et la résilience des civilisations urbaines. Les pyramides de Teotihuacan se dressent toujours contre le ciel mexicain, défiant le temps et l'oubli. Elles ont vu passer les Toltecs, les Aztèques, les Espagnols, et elles nous verront passer aussi. Dans 1000 ans, quand notre civilisation sera peut-être elle aussi réduite à des ruines énigmatiques, les pyramides seront toujours là, témoins silencieux de la grandeur et de la fragilité humaine. L'avenue des morts continue de s'étendre vers l'horizon, invitant les visiteurs à marcher dans les pas d'habitants disparus depuis longtemps. Chaque pierre de ces pyramides a été placée par des mains humaines. Chaque fresque peinte par un artiste qui avait des espoirs, des peurs, des rêves comme les nôtres. Teotihuacan nous rappelle que nous sommes les héritiers d'une longue chaîne d'humanité, liée à travers le temps par notre désir commun de créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous que les habitants de Teotihuacan regardaient le même ciel nocturne. Ils voyaient dans les constellations leurs dieux et leurs mythes, traçaient le mouvement des planètes, cherchaient dans les cieux des réponses aux mystères de l'existence. Leur civilisation s'est éteinte, mais leur quête de sens continue en nous. Nous sommes, d'une certaine manière, les enfants de Teotihuacan, héritiers de leur curiosité, de leur créativité, de leur désir de toucher le divin. Les mystères non résolus de Teotihuacan, qui étaient ses constructeurs, quelle langue parlaient-ils? Pourquoi ont-ils disparu? Ne sont pas des échecs de notre connaissance, mais des invitations à continuer à chercher. Chaque question sans réponse est une porte ouverte vers la découverte. Chaque fouille pourrait révéler la clé qui déverrouillera les secrets de la cité. L'histoire de Teotihuacan n'est pas terminée. Elle continue à s'écrire avec chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle interprétation, chaque visiteur qui gravit les marches anciennes et touche les pierres usées par 2 millénaires de vent et de pluie. Dans le silence des pyramides, nous entendons l'écho de voix perdues. Dans les fresques écaillées,
nous voyons des visions d'un monde disparu. Dans les rues vides de la cité morte, nous marchons sur les traces de ceux qui, comme nous, ont cherché à donner un sens à leur existence, à laisser une marque sur le temps, à toucher l'éternité. Teotihuacan n'est pas seulement une ruine archéologique, c'est un testament à l'ambition humaine, à notre capacité de créer de la beauté et de la grandeur, mais aussi à notre vulnérabilité face aux forces du changement et du temps. Alors que notre voyage à travers l'histoire de Teotihuacan touche à sa fin, prenons un moment pour réfléchir à ce que cette cité ancienne nous enseigne. Elle nous rappelle que les civilisations, aussi puissantes soient-elles, sont mortelles. Que la diversité culturelle et l'échange sont source de force et d'innovation. Que l'art et l'architecture peuvent survivre longtemps après que leurs créateurs ont disparu. Que les mystères du passé enrichissent notre présent, nous donnant de l'humilité face à ce que nous ne savons pas et de l'émerveillement face à ce que nous découvrons. Teotihuacan reste un défi à notre compréhension, une énigme enveloppée dans la pierre et le temps. Mais c'est précisément cette qualité énigmatique qui la rend si fascinante. Dans un monde où tant de choses semblent connues et cartographiées, Teotihuacan nous rappelle qu'il reste des territoires inexplorés, des questions sans réponse, des merveilles à découvrir. La cité des dieux continue de garder ses secrets, attendant patiemment que nous soyons prêts à les comprendre. Les derniers rayons du soleil couchant illuminent les pyramides, les baignant d'une lumière dorée qui les fait paraître presque vivantes. Dans ces moments, il est facile d'imaginer la cité dans sa gloire passée, grouillante de vie, résonnant de chants et de prières. Les ombres s'allongent sur l'avenue des morts, et pendant un instant, le passé et le présent se confondent. Nous ne sommes plus des touristes ou des archéologues, mais des pèlerins dans un lieu sacré, connectés à travers les siècles à ceux qui ont marché ici avant nous. Demain, de nouvelles fouilles commenceront. De nouvelles technologies seront appliquées. De nouvelles théories seront proposées. L'histoire de Teotihuacan continuera à évoluer, chaque génération ajoutant sa propre compréhension à l'accumulation des connaissances. Peut-être qu'un jour, nous percerons tous ces mystères. Ou peut-être que, comme les pyramides elles-mêmes, certains secrets sont destinés à durer éternellement, nous rappelant que le passé, aussi proche que nous puissions l'approcher, reste toujours un pays étranger. Pour l'instant, contentons-nous de la merveille. Merveille devant l'audace de construire des pyramides qui touchent le ciel. Merveille devant l'art qui survit 2 millénaires. Merveille devant une civilisation qui a fleuri et disparu, laissant derrière elle des questions qui nous hantent encore. Teotihuacan n'est pas seulement un site archéologique. C'est une méditation sur le temps, sur l'ambition humaine, sur notre place dans le grand récit de l'histoire. Alors que vous vous endormez ce soir, peut-être rêverez-vous de pyramides s'élevant dans la brume matinale, de prêtres en robes de plumes accomplissant des rituels anciens, de marchés bourdonnant de 1000 voix parlant des langues oubliées. Peut-être marcherez-vous en rêve sur l'avenue des morts, sentant sous vos pieds les pierres polies par des millions de pas. Peut-être entendrez-vous l'écho lointain des tambours et des flûtes, la musique d'une civilisation perdue, mais pas oubliée. Teotihuacan vit dans notre imagination collective, un pont entre le passé et le présent, un rappel de ce que l'humanité peut accomplir et de ce qu'elle peut perdre. Les pyramides continuent leur veille silencieuse, gardant leurs secrets, défiant le temps, inspirant l'émerveillement. Elles étaient là avant nous. Elles seront là après nous. Monuments éternels à l'aspiration humaine de toucher le ciel et de comprendre notre place dans l'univers. N'hésitez pas à proposer des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime si ce voyage dans le temps vous a plu. Que vos rêves soient peuplés de cités anciennes et de mystères non résolus. Bonne nuit et que l'esprit de Teotihuacan veille sur votre sommeil.